Bonsoir à toutes et à tous. L'espace Jean Vilar est ravi de vous accueillir ce soir pour cette dernière conférence de l'année 2024 de l'Université populaire d'Arcueil sur la thématique « La première exposition impressionniste en 1874 ». Pour nous présenter ce sujet, nous accueillons avec plaisir Catherine Méneux, maîtresse de conférences à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et chercheuse dans le laboratoire ICSA, Histoire culturelle et sociale de l'art. Cette conférence est programmée dans le cadre de la célébration des 150 ans de l'impressionnisme et en partenariat avec l'association d'animation artistique 3A. Vous pourrez donc découvrir les œuvres réalisées par les adhérents dans le couloir. Et à la fin de la présentation, nous passerons au temps d'échange. Donc je vous remercie de me faire signe pour que je vous donne le micro. Et Madame Méneux, je vous laisse la parole. Bonjour à toutes et à tous et merci à Anaïs Ferrara pour cette invitation. Je suis absolument ravie d'être là et de vous parler un peu d'impressionnisme. Alors cette séance, comme vous le voyez sur l'écran, est consacrée à la première exposition dite impressionniste. Et c'est un événement bien sûr historique que vous connaissez peut-être mieux car vous avez peut-être visité l'exposition qui a eu lieu au printemps dernier et qui était consacrée à cette première exposition. Donc vous voyez ici le catalogue qui a été co-dirigé par les deux commissaires, Sylvie Patry et Anne Robbins. Et pour accompagner cette exposition, était également proposée une expédition immersive en réalité virtuelle et en déambulation. Alors peut-être que certains d'entre vous ont tenté cette expérience. En tout cas, pour moi, cette expédition m'a enthousiasmée et je voudrais souligner à quel point il s'agit d'un travail scientifique qui a mobilisé fortement Sylvie Patry et Anne Robbins lors de la préparation de l'exposition. Donc, ce sont donc vraiment deux dispositifs, si je puis dire, qui étaient complémentaires. Les deux commissaires ont en effet participé, ont conseillé, si vous voulez, les concepteurs de cette réalité virtuelle. Et on va voir comment, alors non seulement pour les différents aspects de la vie au XIXe siècle, mais vous voyez qu'on commençait, vous avez vu, on était munis d'un casque, etc. On commençait la déambulation virtuelle de la place de l'Opéra. On allait boulevard des Capucines, guidé par une jeune modèle dénommée Rose. Et vous voyez toute la reconstitution du mobilier urbain de l'époque, les colonnes Maurice, également la marchande de fleurs, les attelages, etc. Et puis, ce qui était extrêmement intéressant, c'était les hypothèses qui ont été formulées à cette occasion au niveau de l'accrochage de l'exposition, puisque nous n'avons évidemment aucune photographie de l'exposition de 1874, et donc les commissaires de l'exposition ont vraiment fait des hypothèses scientifiques au niveau de cet accrochage lors de cette exposition de 1874. Donc là, vous voyez ici une salle avec des paysages de Pissarro. Ici, vous voyez tout au fond une œuvre que je vais vous montrer, qui était une œuvre de Renoir. Au premier plan, un paysage de Cézanne, d'Hébert Morisot, etc. Voilà. Et alors, ce sur quoi je voudrais insister dès à présent, c'est sur la modalité d'accrochage. Vous voyez que les tableaux étaient accrochés sur deux rangs de façon assez aérée. L'accrochage était en fait assez soigné. Et je vais revenir sur ce point. Alors, ce qui était aussi captivant lors de cette expérience virtuelle, c'est qu'il y avait aussi un passage au salon. Le salon avait été reconstitué et vous voyez bien la différence. Au salon, l'accrochage était extrêmement serré, du bas en haut de la Simèze, bord à bord, et vous en apercevez très probablement. Il y avait finalement assez peu de paysages et c'était la peinture d'histoire qui dominait.
Voilà. Donc en fait, pour résumer, l'un des grands apports de l'exposition du musée d'Orsay qui a eu lieu au printemps a été de remettre, si vous voulez, l'exposition impressionniste dans le contexte de la vie artistique de l'époque afin d'évaluer son caractère novateur et son importance. Et les deux commissaires ont de ce fait-là tourné le dos à la légende d'une manifestation organisée par un groupe uni autour d'un programme esthétique, et elles ont insisté sur l'éclectisme de la manifestation qui était finalement pas forcément similaire à l'éclectisme en cours au salon, mais en tout cas c'était une exposition qui s'insérait quand même de manière assez logique dans la vie artistique de l'époque. Alors, comme on va le voir ensemble, bon, vous le savez, c'est une exposition qui a fait date. Vous voyez ici la reproduction du catalogue de cette exposition. Donc, elle a eu lieu au 35 boulevard des Capucines, près de l'Opéra, dans les anciens ateliers du photographe Nadar. Et on vous envoyait une photographie. C'est une exposition qui a duré un mois, du 15 avril au 15 mai 1874. Et vous voyez sur la couverture, je vais redévelopper tout ça, elle était présentée comme la première exposition d'une société anonyme d'artistes peintres, sculpteurs, graveurs. Et évidemment, le terme d'impressionniste ne figurait pas sur ce catalogue, puisque comme je vais vous l'expliquer, il n'existait pas encore. Cette exposition a regroupé 31 artistes et le catalogue comportait 165 numéros. Alors, voici la liste de ces artistes. Je pense que certains noms vous sont évidemment familiers. Et je pense à Cézanne, à Degas, je les passe en revue, Monet, Berthe Morisot, Pissarro, Renoir ou Sisley. Mais le reste des noms renvoient évidemment à des artistes beaucoup moins connus. Et il faut vraiment imaginer que cette exposition était en fait un regroupement assez hétéroclite de personnalités assez différentes, et je vais insister sur ce point. Donc pour bien comprendre pourquoi ces gens se sont réunis, il faut d'abord revenir sur la constitution de la société coopérative, et c'est à ce point que je vais m'attacher en premier lieu. Après, je vais vous montrer, je vais insister sur le fait qu'il s'agissait d'une exposition vraiment inhabituelle, et puis je terminerai en évoquant la réception de l'exposition. Alors, à l'origine de tout ça, il y a une société coopérative. Donc j'ai eu la chance, il y a quelques années, de trouver aux archives de Paris les statuts de cette société coopérative. Je vous renvoie, j'ai publié un article il n'y a pas longtemps sur ces statuts, si vous voulez en savoir un petit peu plus. Et c'est un document extrêmement important parce qu'avant, nous n'avions pas le nom des fondateurs. Donc en fait, il y avait énormément d'incertitudes sur la genèse de cette société. Enfin, finalement, cette société était très peu connue et on ne parvenait pas à reconstituer comment cette société s'était constituée et qui avait fait quoi lors de l'organisation de l'exposition. Donc il y a 22 fondateurs. Vous voyez que ce sont, là encore, il y a encore un mélange d'artistes que nous connaissons bien aujourd'hui et d'autres beaucoup plus méconnus. Et alors, je vais revenir aussi sur ces 22 fondateurs, mais ce qui est intéressant de ce que nous apporte, en fait, si vous voulez, la connaissance de ces 22 fondateurs, c'est qu'on peut désormais distinguer deux moments. Il y a d'une part le temps
de la création de la société, c'est-à-dire que la société est créée le 27 décembre 1873, et d'autre part le temps de l'exposition pour laquelle, donc une exposition qui a réuni 31 participants. Il y a donc d'autres artistes qui sont venus rejoindre ces premiers fondateurs pour participer à l'exposition. Alors, je commence par ces fondateurs. Vous voyez que donc il y a ces 22 noms. Et ce qui est intéressant, donc il s'agit en aucun cas, il n'y a pas que des peintres impressionnistes, hein, ça, j'insiste vraiment là-dessus. Et j'irai beaucoup plus loin. Ce ne sont pas ces peintres qui sont les plus connus aujourd'hui qui occupent les postes les plus importants, puisque le trésorier est Auguste Autain, le secrétaire, son fils Léon Autain, le président du conseil d'administration est Camille Pissarro. Les autres membres du conseil d'administration sont Mettling, Roire, Feyen-Perrin, Meyer, Demolins et Monet. Et il y avait également un conseil de surveillance composé de Béliard, Autain et Renoir. Donc, ce que vous voyez d'emblée, c'est que ce sont les Autain qui ont eu la main sur la gestion de cette société. Et d'ailleurs, le siège social était fixé chez Auguste Autain. Alors, que disent ces statuts ? Donc, alors, c'était d'abord, il faut insister aussi sur un autre point, c'était une société assez inédite pour deux raisons. Premièrement, elle regroupait seulement des artistes, alors qu'auparavant, il y avait eu des sociétés, il y a eu beaucoup de sociétés dans la vie artistique, les sociétés se développent dans les années 1860, mais généralement, elles étaient composées à la fois d'artistes et de marchands. Là, c'est une société qui est très très inhabituelle, puisqu'il n'y avait que des artistes. Premier point. Deuxième point, c'est une coopérative. Et ça n'est pas neutre du tout, puisque cette société a pu être constituée grâce à une loi alors récente, celle du 24 juillet 1867, qui avait autorisé la libre création de sociétés commerciales à capital et à personnel variable, et donc qui finalement avait facilité la création de coopératives. Alors, je vous rappelle un peu quels étaient les avantages d'une coopérative. En fait, ça permettait l'entrée et la sortie assez facile des associés, ainsi qu'un capital peu important. On n'a pas besoin de réunir un capital très important pour monter une société. Et preuve en est, cette société des artistes peintres, sculpteurs, graveurs et lithographes est créée en 1873 avec un faible apport pécuniaire, puisque ses fondateurs ont théoriquement souscrit une action de 60 francs dont ils ont versé le 12e au trésorier Auguste Autain. C'était donc assez minime, si vous voulez, comme somme. Alors, j'en viens maintenant plus précisément au statut. Cette société n'avait absolument pas pour objectif de défendre une esthétique, mais elle avait un but avant tout économique et libéral, à savoir donc un triple but clairement énoncé dans les statuts: l'organisation d'expositions libres, sans jury ni récompense honorifique, la vente, évidemment, des œuvres, et puis la publication d'un journal, en sachant que ce journal ne verra ne verra le jour que 3 ans plus tard, en 1877. Alors, sur le plan économique, les produits... les produits sociaux, ce qui était désigné comme les produits sociaux dans les statuts, résultaient, donc grosso modo les recettes, si vous voulez, résultaient, il y avait 3 sources possibles: le droit d'entrée aux expositions, puisque l'exposition était payante, il y avait un droit d'entrée d'1 franc, les prélèvements opérés sur les ventes, donc il fallait vendre des œuvres, bien sûr, et puis il était envisagé de recevoir aussi des dons, etc. Voilà. Alors, j'en viens donc
si vous voulez, ce qu'on peut déjà déduire à ce stade, c'est que ces statuts, l'analyse de ces statuts atteste d'une société destinée à accueillir des artistes favorables au fonctionnement coopératif et désireux de pouvoir exposer librement, la notion de liberté est très importante, désireux de pouvoir exposer librement leurs œuvres sans être soumis au jury du salon, et je vais revenir là-dessus. Alors, question, comment cette société, qui a eu l'idée de cette société ? On peut faire des hypothèses, puisque heureusement, il y a de la correspondance qui est conservée, et grâce à celle-ci, on sait que l'initiative du projet revient à Monet, Pissarro, Renoir, Sisley et Béliard. Ensuite, donc c'est un projet qu'ils vont mettre quasiment 1 an pour mettre en place leur société. L'idée émerge au printemps 1873 et les statuts sont signés, déposés, en tout cas signés, le 27 décembre 1873. Donc il leur faut presque 1 an pour mettre en place cette société. Alors, grosso modo, au départ, ils recrutent leurs amis, ils font ce qui leur paraît le plus simple, ce qui fait que assez rapidement viennent rejoindre les rangs, en tout cas ceux qui sont d'accord pour faire partie de cette société. Eh bien, il y a Cézanne, Guillaumin, Robert Rousselin, et puis se joignent aussi à eux un petit groupe de 3. Qui est constitué de Degas, Roire et Levert. Alors, je voudrais insister sur le profil de Roire, qui pour moi est un personnage absolument clé. Alors, Roire a un profil atypique. Il est polytechnicien, il a créé son entreprise en 1860 et il a rapidement connu le succès en tant qu'industriel. Et c'est un ami intime de Degas, ils étaient tous les deux ensemble au lycée. Et Roire joue un rôle clé parce qu'il va avancer des fonds pour pouvoir financer la préparation de l'exposition. Voilà, donc on parle, si vous voulez, on parle souvent par exemple de Caillebotte pour les expositions suivantes qui a joué un rôle de mécène. Il ne faut pas oublier le rôle de Roire qui est vraiment déterminant en 1874, au tout début finalement de cette aventure. Alors ensuite, les artistes vont solliciter d'autres peintres qu'ils connaissent moins, mais avec lesquels ils ont des affinités. Donc il y a Stanislas Lépine qui est un paysagiste, Auguste de Molins spécialisé dans les scènes de chasse, Jean Desbrosses qui lui peint plutôt des scènes de vie paysanne, et puis 2 très jeunes artistes. Ils sont nés en 1847, Victor Gilbert et Louis Mettling. Ils sont au tout début de leur carrière. Et puis, extrêmement intéressant, il y a un autre groupe politique, cette fois-ci, constitué donc des Autun, Auguste et Léon, d'Alfred Meyer et de Feyen-Perrin. Et ces 4 artistes sont proches, puisqu'en 1871, ils ont tous, ils ont pris une part active sous la commune, donc ce sont donc des communards, et ce qui explique qu'ils ont foi dans le syndicalisme, l'idéal coopératif, etc. Alors, sur le plan esthétique, ces 4 artistes sont très différents des autres. Et pour vous en donner un exemple, vous voyez, Auguste Autun est un sculpteur qui n'est pas strictement classique. Si vous voulez que je vous cite une autre œuvre très connue de lui, je pense à la fontaine Médicis au Jardin du Luxembourg, qui est une grande fontaine qui est juste sur le côté du palais, qui est une fontaine qui n'est pas dans le plus pur classicisme, mais qui est sur une ligne plus médiane, c'est-à-dire qu'Autun est quelqu'un qui regarde, qui se réfère encore au modèle de l'Antiquité, mais qui aussi travaille d'après modèle vivant. Voilà donc pour les protagonistes de cette, en tout cas ces 22 fondateurs. Alors la grande question, c'est pourquoi ces artistes ont-ils créé cette société ? Alors, on peut invoquer 3 raisons. Premièrement, il y a la difficulté d'exposer au salon. Alors,
qui est assez différencié. Enfin, tous ces artistes n'ont pas eu la même difficulté, mais par exemple Monet et ses amis sont grosso modo refusés assez souvent à la fin des années 1860 par le jury d'admission du salon. Et après la guerre franco-prussienne, au début des années 1870, les refus sont encore plus nombreux, au point qu'en 1873 est organisée une exposition des œuvres d'art refusées par le jury. Et vous voyez le catalogue de cette exposition. Et comme par hasard, parmi les fondateurs de la société, eh bien, un certain nombre ont participé à cette exposition. Voilà, donc ça c'est vraiment, si vous voulez, une des première raison qui explique aussi ce regroupement assez hétéroclite lors de cette société. Deuxième raison, la crise économique. Au tout début des années 70, Monet et Pissarro rencontrent un marchand qui s'appelle Paul Durand-Ruel. Ils le rencontrent à Londres et Paul Durand-Ruel va prendre en charge la vente de leurs œuvres, et au début tout se passe bien. Durand-Ruel finalement leur fait un certain nombre d'achats. Et puis crise économique mondiale en 1873, Durand-Ruel est touché, et à partir de 1874 il cesse ses achats à ces artistes finalement peu reconnus encore, et va plutôt se rabattre sur des valeurs plus sûres, et ce qui fait que les artistes ne peuvent pas compter non plus sur le marché. Ça, c'est la deuxième raison. Troisième raison, il y a quelque chose qui a souvent été minoré, c'est l'idéal coopératif. Puisque dans les documents qu'on a, dans la correspondance aussi qui est conservée, on comprend que le projet de Monet et de Pissarro a une teinte nettement sociale dès ses prémices. Il y a une volonté, si vous voulez, de secours mutuel, d'organiser une société d'entraide, en fait, entre les artistes. Et donc, l'hypothèse qui est faite, c'est que c'est avec ce type d'aspiration qu'ils vont rentrer en contact avec Léotin et par exemple Meyer, qui sont d'anciens communards qui ont réorienté leur action après la Commune vers le syndicalisme. Voilà, donc il y a la rencontre de deux groupes assez différents, et cela explique le choix de créer une société coopérative. Voilà, puisque cette société était fondée sur la solidarité, la liberté et l'esprit mutualiste. Et ça explique aussi pourquoi la gestion de cette société coopérative est confiée aux hautains, puisqu'ils avaient l'expérience de ce type de société. Ils avaient déjà tenté de créer des sociétés. Et donc là, on comprend mieux comment les choses se sont passées. Donc si je résume, en 1873, bon nombre de fondateurs de la société ont en commun d'être plus ou moins ostracisés par le jury du salon et de subir les effets de la récession économique qui entrave le développement du marché de l'art. Et que ces gens soient libéraux, acquis au mouvement coopératif ou tout simplement déçus par l'administration étatique des beaux-arts, ils aspirent à échapper au règlement restrictif qui régit le salon, mais ils ne sont pas pour autant opposés aux expositions officielles, ils ne sont pas pour autant opposés au salon. Il y a l'idée de créer, si vous voulez, une autre voie, une voie alternative. Voilà. Alors, je vais revenir en conclusion, mais je pose un petit peu cette problématique dès maintenant. Leur projet est ambigu parce que en créant cette société, ils focalisent leur attention sur les valeurs portées par la société coopérative, donc liberté, solidarité, esprit mutualiste. Mais ils ne se regroupent pas autour d'une esthétique commune. Et on va voir au moment de la réception de l'exposition qu'il va y avoir une sorte de collision entre finalement l'idéal coopératif et puis les questions esthétiques. Mais ça, je vais revenir un peu plus tard. Alors, donc c'est quand même un petit groupe de gens ou qui ne se connaissent pas, mais certains se connaissent bien. Mais ce qu'il faut aussi préciser, c'est qu'ils ne parviennent pas à réunir tout le monde. Et dans le groupe de Monet, Pissarro, etc., qui se réunissent dans des cafés comme le café Gerbois, eh bien,
il y a une figure très importante qui s'appelle Édouard Manet. Il y avait, j'ai envie de dire, deux personnalités fortes dans ce petit groupe, Manet et Degas, qui étaient des Parisiens. Et si vous voulez, Degas trouve l'idée formidable parce que Degas aimait la liberté et ne voulait pas, finalement, avait été assez malheureux quand il avait exposé au Salon. Mais Manet, lui, veut rester au Salon. Pourquoi ? Parce qu'il a créé la polémique au Salon, il aime ce théâtre, il aime se confronter aux autres artistes, et donc Manet décide de ne pas rejoindre les rangs de la société. Voilà. Et en 1874, il expose donc seul au Salon ce tableau titré « Le chemin de fer ». Alors, donc ça c'est la première partie de l'histoire, la création de la société. Et puis ensuite, il y a la deuxième partie de l'histoire, puisqu'il faut organiser une exposition. Et en fait, dès le départ, j'ai envie de dire, ce qui unissait ces 22 fondateurs, eh bien, se détend, puisque, en fait, sur les 22 fondateurs, seuls 16 d'entre eux vont participer à l'exposition. Il y en a déjà une partie qui y renonce. Et comme des frais importants ont été engagés pour financer cette exposition, eh bien, les plus motivés partent en quête de nouvelles adhésions au début de l'année 1874. Alors, pour tout un tas de raisons, j'ai envie de dire, le contexte est aussi favorable parce qu'il y a des réformes sur la scène artistique qui sont initiées par un nouveau directeur des Beaux-Arts. Et donc, le climat est favorable à la création d'une société. Et ce qui permet donc à Degas et tout un tas de gens de recruter 15 nouveaux participants. Et vous voyez que, alors il y a peut-être des gens, certainement des noms qui vous sont familiers. Je pense à Eugène Boudin. Il y a Berthe Morisot, bien sûr, peut-être Giuseppe De Nittis. En fait, il y a deux femmes, puisqu'on sait que la comtesse de Luchère, dont finalement on ignore absolument tout, mais on sait que cette femme a aussi participé à l'exposition, mais son nom ne figure pas dans le catalogue. Enfin bon, ce sur quoi je voudrais insister, c'est que vous le voyez, c'est un regroupement qui est tout aussi hétéroclite que celui des fondateurs. Donc il n'y a vraiment pas il y a vraiment pas de défense d'une même ligne esthétique. C'est plus des sortes une sorte d'alliance conjoncturelle pour pouvoir exposer librement. Alors, j'en viens maintenant à cette exposition. Donc, c'est une exposition inhabituelle, je vous l'ai dit, et ce pour plusieurs raisons. Je vous ai déjà parlé de l'accrochage. L'accrochage est soigné et aéré. Et donc là, je m'appuie sur, d'une part, la reconstitution virtuelle. Donc, vous voyez que pour cette exposition, c'est un accrochage sur 2 rangs, alors que là, je vous montre une peinture qui évoque le salon de 1874. Vous voyez des tableaux accrochés vraiment bord à bord. Et aussi, ça permet de comprendre la difficulté d'un peintre qui exposait au salon. Si vous ne pouviez pas envoyer une petite œuvre, alors elle serait passée complètement inaperçue. Il y avait aussi le problème du placement. Si vos œuvres étaient accrochées tout en haut de la simèse, eh bien, il y avait très peu de chances que les critiques ou le public les voient. Donc la question du placement était primordiale. Alors que dans l'exposition de la société coopérative, eh bien, vous voyez que en fait, les tableaux étaient accrochés comme chez un collectionneur, comme dans un intérieur privé, avec simplement 2 rangs et un accrochage aéré. Voilà, donc les œuvres se laissaient regarder individuellement dans de bien meilleures conditions. Par ailleurs, nous savons que l'exposition était ouverte durant la journée et le soir, et ce grâce à l'éclairage au gaz, qui était une innovation à l'époque, et il y avait donc autre point important, le public ne
pouvait avoir connaissance des titres que s'il achetait le catalogue. Il n'y avait pas à l'époque de cartel. Donc il y avait juste des petits numéros sous les œuvres. Et c'est avec ce catalogue vendu 50 centimes, ce livret, que vous pouviez prendre connaissance des titres des œuvres. Voilà. Alors, deuxième point important, la liberté. Dans cette exposition, les exposants ont une liberté beaucoup plus importante que s'ils avaient envoyé des œuvres au salon. Alors, je vais vous en montrer quelques exemples. Et ce qui est très clair quand on lit le catalogue de l'exposition, c'est la revendication d'un droit à l'expression individuelle et à l'expérience de la part de maintes participants. Alors, je vous donne un exemple. Bon, l'exemple par exemple de Degas. Il expose, vous voyez, un tout petit tableau. Vous voyez, j'ai mis les dimensions, 19 x 27. Bon, au salon, cette œuvre aurait absolument disparu. Enfin, personne ne l'aurait vu. Donc voilà, un tout petit tableau très précisément peint. Et puis, une œuvre beaucoup plus esquissée dans un format plus important. Une œuvre qui est qualifiée de dessin. Parce que je voudrais rappeler que la définition du dessin à l'époque, c'est le fait qu'il n'y ait pas de couleur. Attention, on n'a pas exactement la même définition maintenant. Et donc, dans le catalogue, Degas qualifie cette œuvre, qui est répétition de ballet sur la scène, de dessin. Voilà. Et c'est une œuvre qui est beaucoup plus esquissée. Et puis, il montre un grand pastel figurant une blanchisseuse et puis un autre tableau aussi un peu plus important sur une scène de course, si vous voulez. Donc vous voyez que Degas a eu la liberté de présenter des tableaux à la fois très achevés, très soigneusement peints, et d'autres tableaux beaucoup plus esquissés, qui auraient très probablement été refusés par le jury du salon, et qui auraient aussi très probablement été, si jamais ils avaient été acceptés, montrés dans des sections différentes, puisque au salon, il y avait des sections, si vous voulez, il y avait peinture, dessin, sculpture, estampes, etc. Et donc tout était très compartimenté, et finalement, on n'avait pas de vue d'ensemble de l'œuvre d'un même artiste s'il faisait des envois différents dans les différentes sections. Voilà, alors je vous montre un autre exemple. Cézanne expose cette moderne Olympia, titrée donc Une moderne Olympia esquisse, qui est une référence à l'Olympia de Manet, qui est une œuvre extrêmement esquissée et qui n'aurait jamais évidemment été acceptée par le jury du salon. Il expose également des paysages beaucoup aussi plus expérimentaux, si je puis dire. Vous voyez, l'un de ces paysages est titré Études. C'est vraiment un work in progress, j'ai envie de dire, un travail en cours où l'artiste montre vraiment ses recherches. Il y a l'idée, c'est un art de chercheur. Voilà. Et donc, vous voyez qu'à cette époque, Cézanne commence déjà à s'orienter vers cet art très géométrique, très simplifié, avec une palette assez réduite, qui sera vraiment sa marque. Et c'est un style qui va évidemment développer dans les années qui vont suivre. Alors, Pissarro, je vous montre deux exemples de paysages de Pissarro, qui sont aussi des paysages élaborés dans un style assez abrégé. Voilà, et basé sur un coup de pinceau, des coups de pinceau assez apparents. Quant à Sisley, alors ce sont des paysages très composés aussi, mais quand on regarde les œuvres d'un peu plus près, en particulier pour le rendu de l'eau, la touche est très très visible. Voilà. Alors, je vous montre aussi deux œuvres de marine, enfin une marine de Monet et puis une vue de boulevard, qui, vous le voyez, sont aussi des œuvres très esquissées. Les personnages ne sont plus réduits qu'à des sortes de silhouettes. Et
Et là encore, ce sont des œuvres qui n'auraient jamais été acceptées au salon, hein, si vous voulez. Voilà, et qui, normalement, ce type d'œuvre était considéré comme des esquisses et restait dans le huis clos de l'atelier, mais n'était pas destiné à être exposé à un public. Alors, il y avait ces œuvres plus esquissées, plus expérimentales de la part de Monet. Et puis, Monet expose aussi une œuvre beaucoup plus importante. Vous voyez les dimensions, 230 x 150, titrée Déjeuner, qui est une œuvre qu'il avait présentée au Salon de 1870 et qui avait été refusée, et qui, vous voyez, est élaborée avec une palette beaucoup plus sage et un fini beaucoup plus soigné. Voilà, alors j'en viens à Renoir maintenant. Renoir expose 2 grands formats, une danseuse et une parisienne. Et vous voyez, là encore, élaboré dans un style très libre, très lâché, presque vaporeux. Renoir est un artiste qui se distingue des autres pour son goût pour la figure et le portrait. Il a aussi une touche qui est moins apparente, des couleurs plus fondues. Il a vraiment déjà un style tout à fait propre. Mais là encore, ce sont des œuvres qui ne correspondent pas aux normes en termes d'achèvement à l'époque. Je vous montre aussi deux autres exemples. Renoir montrait La Loge et Moissonneur. Et Moissonneur, c'est pareil, c'est un paysage un petit peu à la Monet. Vous voyez aussi, c'est vraiment un artiste qui s'exprime dans des sujets très divers. Voilà, donc en résumé, alors attendez, j'ai un autre exemple à vous montrer, aussi 2 œuvres de Berthe Morisot. Donc il y a par exemple Cache-Cache, qui là encore est plus proche du travail de l'esquisse. En fait, Cache-Cache est surtout une œuvre qui est plus proche du travail à l'aquarelle. Et d'ailleurs, l'ancien professeur de Berthe Morisot l'avait un peu réprimandé en lui écrivant que vraiment il désapprouvait son orientation parce que finalement elle travaillait à l'huile comme on travaille à l'aquarelle. Voilà, donc Berthe Morisot expose un ensemble d'œuvres, sorte d'aquarelle à l'huile, et puis aussi ce grand pastel, très beau pastel de taille vraiment importante, qui était un portrait de sa sœur, et là qui est une œuvre beaucoup plus dans le style de Manet, puisque je vous rappelle que Berthe Morisot a été formée par Manet. Donc, en résumé, si je résume, à partir de ces exemples, vous pouvez comprendre que ces artistes affirment leur droit à l'expérience au-delà des cloisonnements techniques et en opposition à des normes beaucoup plus officielles. Et puis, dans cette exposition, il y avait vraiment toutes les techniques. Par exemple, Zacharie Astruc expose des aquarelles. Donc là, je vous en montre deux exemples, donc qui normalement sont classés dans des dessins et ne sont pas exposés dans les mêmes espaces que la peinture. Il y avait également des eaux fortes par Félix Bracquemond. Et d'ailleurs, c'était pour ceux qui ont visité l'exposition du musée d'Orsay, il y avait toute une salle de gravures de Bracquemond. C'était à la fois des gravures originales et des gravures d'après des œuvres. Vous voyez, par exemple, une gravure d'après la source d'Ingres. Et Bracquemond avait vraiment envoyé beaucoup d'œuvres. Et ce sont des œuvres qui ont d'ailleurs été très, très admirées. Alors je n'ai pas retrouvé Auguste Autain expose aussi beaucoup de sculptures. Alors il y a bien sûr ce buste d'Ingres, mais il y avait aussi des bronzes, des terres cuites, des plâtres, un groupe en marbre, etc. Donc il y avait aussi, la sculpture était vraiment très représentée, et il y avait même des émaux. Le dénommé Meyer avait exposé une série d'émaux.
Donc, vous voyez, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y avait aussi cette volonté d'abattre les cloisonnements entre les techniques et vraiment de montrer toutes les œuvres dans un même espace, sans qu'il y ait aussi de hiérarchie entre ces différentes œuvres. Autre point, c'était une exposition assez éclectique, je vais vous en montrer des exemples, dans laquelle le paysage dominait. Alors, pour illustrer cet éclectisme, eh bien, je vous montre cette œuvre par Kals. Alors, Kals était le plus âgé de ces artistes, je vous ai mis ces dates d'ailleurs, qui exposait un ensemble d'œuvres comme ce vieux pêcheur. C'est un artiste qui travaillait encore avec cette palette assez sombre du réalisme. Et vous voyez que ce type d'œuvre, évidemment, était tout à fait différent de, par exemple, ce soleil couchant à Ivry d'Armand Guillaumin, qui, évidemment, est un paysage beaucoup plus coloriste. Hein, et donc, il y avait vraiment une grande diversité stylistique dans cette exposition. Alors, je vous en montre un autre exemple. Renoir exposait ces fleurs qui, d'une certaine manière, bon, c'est une nature morte assez proche des bouquets de fleurs que Delacroix avait pu faire au milieu du XIXe siècle. Donc c'est d'une certaine manière une peinture beaucoup plus classique, si vous voulez, que ce que je vous ai montré, que les autres œuvres que je vous ai montrées. Donc, si je résume, les œuvres, ces œuvres marquaient une rupture. Donc, il y avait une grande diversité d'œuvres, mais ce qu'il n'y avait pas, enfin, ce qui n'était quasiment pas représenté, c'était l'histoire, hein, puisqu'il n'y avait quasiment pas d'œuvres liées à un texte littéraire, liées à la mythologie, quasiment pas d'œuvres qu'on appelle peinture d'histoire, hein, ou sculpture d'histoire. Et ce qui dominait tout de même, c'était le paysage. Voilà. Donc, en résumé, ces artistes, par cet accrochage, avaient aussi tendance à remettre en cause ce qu'on appelle la hiérarchie des genres, c'est-à-dire cette idée qu'il y a tout en haut de la hiérarchie la peinture d'histoire et tout en bas les natures mortes. Et tout ça était mis sur le même plan de manière et les genres étaient considérés comme égaux. Si vous voulez, il n'y avait pas de cette hiérarchie avait tendance à complètement voler en éclats. Voilà. Alors, comment cette exposition a-t-elle été reçue? Donc, je vais maintenant vous parler de la critique. Je ne vais pas, je vais être beaucoup plus nuancée que ce que la légende de l'impressionnisme a pu véhiculer, puisque pendant longtemps, l'histoire de l'art a diffusé l'image d'une critique exclusivement hostile. Et la réception de cette exposition de 1874 a souvent été résumée à un article humoristique, celui de Louis Leroy, dont je vais vous parler, mais qui n'est absolument pas le seul article qui est publié lors de cette exposition. Alors, c'est un article qui est très drôle, je pense que vous pouvez le trouver en ligne très facilement, enfin en tout cas moi je le trouve extrêmement amusant, qui est publié dans un journal satirique qui s'appelle le Charivari. Le titre de l'article de Louis Leroy est évidemment pas neutre, est évidemment très important, puisque ce titre c'est « Exposition des impressionnistes », mais le terme impressionniste, il n'utilise pas le terme d'impressionniste dans le reste de son article, il l'utilise que pour son titre. Et donc voici ce que Leroy raconte. Il raconte sa visite de l'exposition à travers un dialogue imaginaire avec un peintre dénommé Joseph Vincent, formé dans la tradition du paysage classique, comme Leroy, puisque Leroy était aussi c'était un critique, mais il avait eu une formation première d'artiste, et plus précisément dans le domaine du paysage classique. Je vous montrerai ensuite ce qu'est un paysage classique.
Et bon, c'est quand même très très amusant parce que au fur et à mesure de sa visite, donc il met en scène ce peintre classique dénommé Joseph Vincent, et au fur et à mesure de sa visite, allant de surprise en surprise, de plus en plus ébranlé par cette peinture nouvelle, eh bien ce peintre finit par tomber dans une douce folie et se met à abonder dans le sens des impressionnistes. Voilà. Et le roi relate le chemin de Damas de ce paysagiste classique qui était médaillé et décoré en allant d'œuvre en œuvre, et on le sent perdant de plus en plus la raison. Voilà, bon, et au point qu'il finit par renier toutes ses valeurs. Alors, le passage le plus connu est celui-ci que je vais vous lire, qui est le moment de bascule, le moment où ce pauvre Vincent perd la raison, si je puis dire. Donc, voici ce que le roi écrit. « Je jetai un coup d'œil sur l'élève de Bertin. Son visage tournait au rouge sombre. Une catastrophe me parut imminente et il était réservé à M. Monet de lui donner le dernier coup. « Ah, le voilà, le voilà !» s'écria-t-il devant le numéro 98. « Je le reconnais, le favori de papa Vincent. Que représente cette toile? Voyez au livret. Impression soleil levant. Impression, j'en étais sûre. Je me disais aussi, puisque je suis impressionnée, il doit y avoir de l'impression là-dedans. Et quelle liberté, quelle aisance dans la facture. Le papier peint à l'état embryonnaire est encore plus fait que cette marine-là. » Voilà, donc grosso modo, ce que le roi écrit, donc vous le voyez, il joue avec le terme d'impression, et puis la comparaison avec le papier peint est vise évidemment à véhiculer l'idée que, par exemple, cette œuvre conservée au musée Marmottan, qui aujourd'hui est célébrissime, eh bien, n'est pas vraiment de l'art et est plus proche de la décoration. Alors, si vous voulez vous rendre compte de la différence entre ce que faisait un paysagiste classique et ce que fait Monet à la même époque, eh bien, je vous passe ces 2 heures. Donc, dans le dialogue imaginaire de Leroy, eh bien, le père Vincent est un élève de Bertin. Donc vous voyez ce paysage classique très composé, complètement fictionnel, avec finalement une palette très réduite. Et puis évidemment de l'autre côté, il y a cette marine, cette vue du Havre, peinte par Monet très rapidement et qui saisit vraiment les effets d'atmosphère. Alors, cet article de Leroy est publié, donc, je vous l'ai dit, dans un journal satirique. Et en fait, c'est un article qu'on a très mal compris parce qu'il ne surprend personne. Leroy ne publie que des textes comme ça. Et il faut imaginer qu'il se moquait de tout le monde. Il se moquait des prix de Rome, des peintres académiques. Tout le monde y passait. Et d'une certaine manière, les peintres de la cité coopérative ne font pas exception. Mais c'est un article. De toute façon, son objectif n'était absolument pas d'analyser cette peinture. Son objectif était d'amuser ses lecteurs. Et il y parvenait plutôt bien. Mais c'est un article qui est extrêmement intéressant parce que il faut l'aborder, à mon sens, comme l'indice d'un phénomène plus large qui renvoie à la perception d'une nouvelle esthétique. Et c'est quand même ce que restitue Leroy. Et ça, c'est intéressant. Je rappelle que Leroy est un peintre. Il connaît la peinture, il sait analyser la peinture. Et d'une certaine manière, dans ce dialogue imaginaire, il y a des choses finalement assez intéressantes. Donc, perception d'une nouvelle esthétique née de l'exposition, parce que, attention, Monet, Pissarro, tout ça peignait déjà comme ça avant, mais c'est l'exposition qui est le révélateur, si vous voulez, de la prise de conscience, de l'émergence de cette esthétique. Alors, si on veut maintenant avoir une analyse un peu plus nuancée, si vous voulez, de la réception, il faut s'appuyer sur les 23 articles qui commentent vraiment les œuvres et les artistes et vraiment regarder, enfin en tout cas essayer d'analyser ce que ces critiques ont vraiment écrit. Alors,
23 articles, donc vous allez me dire, oui, ça fait très peu. Bon, c'est tout à fait normal, puisqu'en fait, il faut imaginer que, d'abord, il y avait très peu d'expositions collectives en dehors du salon, donc les critiques n'avaient pas du tout l'habitude d'aller visiter ce genre d'exposition. Et quand on regarde les auteurs de ces 23 articles, eh bien, les choses sont très claires. C'était avant tout des gens qui connaissaient les artistes. Hein. Donc ce sont des gens qui étaient favorables à l'initiative individuelle, qui étaient favorables à une peinture novatrice, qui côtoyaient les artistes plus ou moins dans les mêmes cercles, et ce sont eux qui prennent la plume pour commenter cette exposition. D'où le fait que, si vous voulez, de manière générale, la critique n'est pas hostile. Il y a des réserves, mais elle n'est pas hostile, en fait. Hein. Et ça, j'insiste vraiment là-dessus. Alors, ce qu'il faut aussi préciser, c'est que la majeure partie des auteurs des articles sont des républicains. Donc ils sont, donc, grosso modo, politiquement, si vous voulez, il y a une espèce d'homogénéité. Ce sont avant tout des critiques républicains favorables à la liberté, favorables à l'initiative privée, qui commentent l'exposition. Alors, dès les premiers comptes rendus qui paraissent, au moment de l'ouverture de l'exposition, on peut d'ailleurs se rendre compte de la connivence qui a uni les artistes à certains critiques. Et je vais vous citer par exemple l'exemple de Zola, qui écrit « Je sors de cette exposition et je ne puis qu'applaudir à l'audace heureuse de ces peintres et de ces sculpteurs qui, sans vouloir protester contre le salon réglementaire, on pensait qu'il suffirait de s'entendre pour se faire connaître du public et se mettre en rapport direct avec les acheteurs. » Et donc là, vous voyez la manœuvre de Zola, c'est très clair. C'est-à-dire que les artistes ont très peur d'être considérés comme des refusés. Ils ne veulent pas que leur exposition soit associée au Salon des refusés de 1863 ou à celui de 1873. Et donc, il y a une espèce d'élément de langage dans les premiers articles rédigés par des amis, en fait, des artistes, sont vraiment en tout cas, insistent sur ce fait que les artistes n'ont pas voulu protester contre le salon. Ce ne sont pas les refusés du salon, en résumé. Donc le texte de Zola, cet extrait de texte, est tout à fait révélateur de cela. Mais ce dont on prend conscience quand on lit ces textes, c'est tout de même de la surprise. Parce que, donc vous en avez peut-être rendu compte, au salon, il y avait beaucoup de peintures d'histoire, de la grande peinture, etc. Là, il y a une domination si vous voulez, d'esquisses, de paysages, et il y a un ensemble qui est assez inhabituel. Et par exemple, il y a un écrivain qui s'appelle Villiers de l'Isle-Adam qui écrit, qui engage ses lecteurs à visiter ce feu, je le cite, ce feu d'artifice de palette enragée, ajoutant « vous en rapporterez une sensation neuve ». Vraiment un sentiment de nouveauté. Et d'autres critiques confessent leur satisfaction à découvrir une peinture franche, jeune et nouvelle, qui console des banalités trop habiles, assermentées par la routine académique. Ce que l'on remarque aussi dans les premiers comptes rendus, c'est la distinction que ces auteurs font entre les peintres de figures et les peintres de paysages. Et là, qu'ils le veuillent ou non, ils reprennent la hiérarchie des genres et ils ont tendance à valoriser la peinture avec des figures par rapport au paysage. Alors je vous en cite un exemple. Par exemple, donc Marie-Amélie Chartroul, qui écrivait sous le pseudonyme de Marc de Pontifeau, écrit « Celui qui prime dans le nombre, c'est Monsieur Monet, avec sa vaste toile Le Déjeuner. Si dans Le Déjeuner, la physionomie du jeune enfant assis à sa table rappelle de loin, il est vrai, la tonalité franche et claire de Velázquez, donc c'est quand même pas rien, un souvenir de Velázquez,
l'impression de lever de soleil, donc là elle fait référence à impression soleil levant, est traitée par la main enfantine d'un écolier qui étale pour la première fois des couleurs sur une surface quelconque. Donc vous voyez la différence qu'il y a entre l'appréciation finalement assez valorisée, la valorisation du déjeuner et impression soleil levant qui est vraiment considérée là aussi comme une peinture enfantine ou décorative, etc. Donc on voit bien la différence entre ces deux types d'œuvres. Mais bon, en tout cas, ce qu'on peut dire aussi, et là il faut vraiment remettre les choses à plat, c'est que Impression soleil levant de Monet, qui est une œuvre si connue aujourd'hui, est très peu remarquée en 1874. Seuls 4 critiques commentent l'œuvre. En fait, c'est une œuvre qui va acquérir ce statut de manifeste de l'impressionnisme après la Seconde Guerre mondiale. Il faut imaginer que l'œuvre, d'abord, elle reste en main privée jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, et elle commence à être connue seulement à partir des années 1950, et c'est à partir de ce moment-là qu'elle va acquérir ce statut de manifeste. Mais bon, c'est vraiment quelque chose qui s'est fait a posteriori. Alors, en revanche, les critiques sont beaucoup plus attentifs à cette œuvre, Boulevard des Capucines. Et je vous lis par exemple ce qu'écrit Ernest Chénault, qui est un critique qui suivait les artistes depuis un certain temps. Et c'est vraiment un texte très très intéressant. Voilà ce qu'il écrit. Jamais l'animation prodigieuse de la voie publique, le fourmillement de la foule sur l'asphalte et des voitures sur la chaussée, l'agitation des arbres du boulevard dans la poussière et la lumière, jamais l'insaisissable fugitif, l'instantané du mouvement n'a été saisi et fixé dans sa prodigieuse fluidité. Comme il l'est dans cette extraordinaire, dans cette merveilleuse ébauche que M. Manet, alors il s'est trompé, il voulait dire Monet, a cataloguée sous le titre de Boulevard des Capucines. À distance, on salue un chef-d'œuvre, vous approchez, tout s'évanouit, il faut qu'il en arrive à transformer l'esquisse en œuvre faite. Alors, c'est un texte qui est très intéressant parce que nous, on est habitués à regarder des œuvres impressionnistes. Mais là, ça permet de comprendre à quel point les gens sont surpris. Voilà. Et aussi l'ambivalence de cette critique. Parce qu'il va parler de chef-d'œuvre et en même temps, il ne peut s'empêcher de reprocher ce style trop esquissé. Voilà. Donc il y a quand même un choc, hein, même de la part de ceux qui connaissent les artistes, et ce texte de Chénault est tout à fait révélateur. Je vous cite un autre témoignage, cette fois-ci de Drummond. Voici ce qu'il écrit. « Le visiteur ne croira pas rentrer dans ce que l'on appelle solennellement le temple de l'art. Il retrouvera la vie qu'il vient de quitter, les spectacles qu'il aperçoit à chaque instant, l'aspect même qu'a la campagne quand il la regarde par hasard. Peindre ce qu'il voit, reproduire la nature sans l'interpréter et sans l'arranger, tel semble être le but que se sont proposés les artistes du Boulevard des Capucines. » Voilà, ça donne aussi une idée vous voyez, on est vraiment dans une exposition inhabituelle. Et donc, cette absence apparente d'interprétation, enfin même de travail, si je puis dire, enfin toutes ces esquisses sont vraiment à la source des réserves de nombreux critiques. Certains s'inquiètent que les artistes n'aient plus recours à leur imagination et peignent juste devant la nature, un peu comme des copistes. Donc on leur reproche d'être des copistes. D'autres ont carrément du mal à lire les œuvres. C'est un peu ce qu'a écrit Chénault. Il dit de près on voit rien et de loin c'est un chef-d'œuvre. Donc il y a aussi un problème de perception. Les gens ne sont pas habitués à regarder ce type d'œuvre. Voilà. Alors je vous donne aussi un autre exemple de l'ambivalence
de la critique. Par exemple, pour un autre auteur qui s'appelle Armand Sylvestre, eh bien, cette danseuse et parisienne de Renoir ne sont que 2 ébauches et rien de plus. C'est un énorme format, mais il les qualifie d'ébauches. Il fait cette réserve, mais il trouve néanmoins que leur tonalité générale est charmante et il compare les œuvres à la peinture anglaise et à Goya. Voilà, parce qu'à l'époque, la peinture anglaise est considérée comme une peinture bien inférieure à la peinture française. Donc on peut comparer les œuvres à la peinture anglaise. Voilà. Et alors, ce qui est important de comprendre, c'est que cet art original remet en question le mode d'exécution de la peinture qui était adopté à cette époque à un précepte, à savoir l'art doit cacher l'art. On ne devait pas voir l'art, on ne devait pas voir la touche, etc. Et un type de production qui était associé à l'habileté, qui était garante d'une certaine somme de travail et qui elle-même renvoyait à la valeur du tableau. Donc vous voyez le problème de ces impressionnistes, c'est comme ça qu'on va finir par les nommer. On avait l'impression que c'était des copistes qui travaillaient à toute vitesse, donc grosso modo qui ne travaillaient pas beaucoup, et ce qui fait que au départ il y a quand même assez peu de collectionneurs parce que il y avait une sorte de perte de repères dans le domaine de l'attribution de la valeur à ces œuvres. Voilà. Alors, il y a quand même des différences entre les artistes. Renoir, par exemple, est perçu comme beaucoup moins révolutionnaire que les autres, et une œuvre comme La Loge recueille des commentaires généralement très élogieux. C'est aussi la même chose pour Degas, qui est un artiste qui dessine, et donc son dessin est très admiré. C'est quelqu'un qui, d'une certaine manière, est beaucoup moins coloriste, du moins à cette époque, que les autres, et aussi beaucoup plus réaliste, ce qui fait que ses œuvres sont plus facilement compréhensibles. Et par exemple, je vous lis ce que un critique très connu de l'époque qui s'appelle Philippe Burti écrit: personne en réalité n'a encore fait comme lui le portrait de la danseuse, de la coryphée en gaz et en os, les bras émaciés, la taille rompue, le corps d'aplomb, les jambes belles de cette beauté toute professionnelle dont les faces multiples composent la beauté générale d'une société. Voilà, donc les danseuses peintes comme des petites filles qui travaillent, donc qui sont musclées, qui travaillent physiquement durement toute la journée, eh bien tout ça renvoyait à des sujets nouveaux, et ne renvoyait pas aussi à l'image idéalisée de la danseuse. C'est un peu ce que Burti, ce sur quoi il insiste. Alors, Berthe Morisot est aussi très très épargnée par la critique. La critique est vraiment très très favorable à son égard. Et par exemple, ce berceau est très admiré en 1874 et beaucoup y voient une évocation tendre et vraie de la maternité et aussi un exercice de virtuosité sur les blancs. Il y a vraiment un travail sur les blancs. Alors, quant à Pissarro et Sisley, ils sont beaucoup moins commentés que les autres pour la bonne et simple raison qu'ils ont avant tout envoyé des paysages et que le paysage est un genre qui est en bas de la hiérarchie des genres. Alors, par exemple, cette gelée blanche est très critiquée, même si Burti y fait un parallèle avec Millet à travers cette figure du bûcheron. Quant à Sisley, ses œuvres ne sont quasiment pas commentées et il n'y a que ce paysage d'automne qui est vraiment remarqué en 1874. Alors, j'en viens au cas de Cézanne. Alors, Cézanne est perçu comme un provocateur et, à l'exception de Zola qui le défend, personne ne comprend sa peinture. Sa réception critique est alors absolument désastreuse. Et pour vous en donner une idée, je vais vous lire ce que Marie-Amélie Chartroul écrit. Le public de dimanche a jugé à propos de ricaner en face de la fantastique figure qui se présente dans un ciel opiacé à un fumeur d'opium. Cette apparition d'un peu de chair rosée et nue que
pousse devant lui dans le nuageux empyrée une espèce de démon où s'incube comme une vision voluptueuse ce coin de paradis artificiel à suffoquer les plus graves, il faut le dire, et M. Cézanne n'apparaît plus que comme une espèce de fou agité en peignant du délirium très mince. Voilà, bon, ça résume le sentiment général, et grosso modo, donc, c'est pour ça d'ailleurs que Cézanne ne va pas réexposer avec ses amis ensuite, enfin il refait une tentative en 1877, mais après il arrêtera d'exposer parce que voilà, les commentaires sont en général de cette teneur. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'au fur et à mesure de l'exposition, certains critiques ont tendance à faire des regroupements, donc ils regroupent les artistes les plus et moins révolutionnaires, si je puis dire, et puis la nouvelle école, et ils ont tendance à diviser le groupe des exposants en plusieurs groupes, voilà, et une grande question se pose, une question émerge, à savoir, s'agit-il d'une école nouvelle, et si oui, comment la nommer? Et donc, plutôt dans la deuxième moitié de l'exposition, un certain nombre de critiques vont proposer des noms. Alors, tous ne veulent pas y voir une nouvelle école. Certains, quelqu'un comme Castagnari, y voit seulement une nouvelle manière, mais il écrit qu'une manière, ça ne fait pas une nouvelle école. Donc, pour lui, la question est un peu nulle et non avenue. Mais d'autres vont tenter de nommer d'autres croient au fait que cette exposition correspond à l'émergence d'une nouvelle école et donc vont essayer de la baptiser. Et par exemple, Chénaud propose École du plein air. Voilà, l'école du plein air est représentée au boulevard des Capucines par messieurs Monet, Pissarro, Sisley, Degas, Roy, Renoir et Morisot. Le chef de file est absent, c'est monsieur Manet. Voilà. Quant à Marie-Amélie Chartroul, elle, c'est plus original, elle veut l'appeler l'école des yeux. Voilà. Bon, en tout cas, ce ne sont pas ces deux noms qui vont rester. Et deux appellations apparaissent pour qualifier cette nouvelle école à partir de, grosso modo, la deuxième moitié de l'exposition. Et ces appellations, ce sont intransigeant et impressionniste. Il n'y a pas que impressionniste, il y a intransigeant et impressionniste. Alors, deux mots d'explication sur ces étiquettes qui sont très originales parce qu'elles n'ont pas de généalogie dans l'histoire de l'art. Ce sont des étiquettes qui sont complètement nouvelles pour des artistes. Alors, intransigeant est une étiquette qui est politique, en fait. C'est l'étiquette. Il y a vraiment une association donc du politique à l'artistique, puisque ce terme d'intransigeant était appliqué à la ligne radicale des républicains espagnols fédéralistes. Grosso modo, c'était ceux qui étaient les plus radicaux sur l'échiquier politique. Voilà. Donc, bon, cette étiquette dit bien ce qu'elle veut, est assez éloquente, puisque dans le vocabulaire de l'époque, ce terme d'intransigeant met l'accent sur le caractère révolutionnaire de cette peinture, sur le refus radical des conventions par les artistes, sur l'opposition au circuit officiel de diffusion. Bon, et puis il y a la notion d'impression et l'étiquette impressionniste. Alors la notion d'impression, elle était aussi, c'est aussi un mot qui était utilisé pour qualifier l'art, mais de manière finalement, c'est pas un mot forcément très répandu, mais elle va, au fur et à mesure des comptes rendus, se systématiser, et c'est ce qui donne l'idée, c'est comme ça que Louis Leroy a l'idée de forger ce néologisme, à savoir impressionniste. Et bon, donc grosso modo, à la fin de l'exposition, ces artistes recueillent deux noms, intransigeant et impressionniste. Voilà.
Alors après, troisième point, il fallait définir cette nouvelle esthétique. Pour ceux qui disaient il y a peut-être une nouvelle école, on a trouvé un nom, mais il fallait définir cette nouvelle esthétique. Et celui qui est le plus convaincant, et qui propose, si je puis dire, la première, et qui reprend ce terme d'impressionniste, et qui propose une première définition, eh bien c'est Jules-Antoine Castagnari, qui écrit « Si on tient à les caractériser d'un mot qui les explique, il faudra forger le terme nouveau d'impressionniste ». Donc il prend ce terme au sérieux. Hein. Donc là, on n'est plus dans la rigolade, dans l'article humoristique à la Leroy. Il prend au sérieux ce mot. Et voici ce qu'il écrit. Ils sont impressionnistes en ce sens qu'ils rendent non le paysage, mais la sensation produite par le paysage. Le mot même est passé dans leur langue. Ce n'est pas paysage, c'est impression que s'appelle au catalogue Le Soleil levant de M. Monet. Voilà cette première tentative de définition de cette école qui repose sur la notion de sensation. Voilà. Et c'est, comme vous le savez, ce terme d'impressionniste qui finira par s'imposer en 1877 pour qualifier l'esthétique dominante de ce petit groupe de peintres. Alors pourquoi en 1897 ? Parce que les artistes finiront par, donc lors d'une troisième exposition, exposeront sous le titre de peintres impressionnistes. C'est eux-mêmes qui vont choisir ce titre. Pourquoi ? Parce qu'ils voulaient se débarrasser du terme d'intransigeant, qui était devenu un terme beaucoup trop politique. Et donc, ils voulaient se dissocier des débats politiques. Et donc, ils vont opter pour ce terme d'impressionniste, qui est finalement un terme assez neutre et qui n'avait pas de connotation politique. Bon, donc pour conclure sur cette réception, vous l'aurez compris que la critique a été positive ou négative, elle est déterminante pour les artistes, parce qu'il n'y a rien de pire que l'indifférence. Si on veut utiliser un terme actuel, on va dire ils ont fait le buzz. Et donc cette médiatisation de l'exposition permet de constituer celle-ci en événement et de susciter la fréquentation du public. Et je vous rappelle que le public était absolument crucial pour équilibrer les finances de l'exposition, parce qu'il y avait un droit d'entrée d'1 franc. Et puis, cette critique a permis, grâce à sa fonction de médiation, de valoriser cette peinture d'artistes-chercheurs, puisque ce sont vraiment des artistes-chercheurs. Voilà. Il y a même certains critiques à cette époque, des critiques comme Burti, Chénaud ou Sylvestre, qui prédisent que ces artistes auront une influence. Et ils ont eu raison. Voilà. Alors, il est temps maintenant de conclure. Donc, vous l'aurez compris, la critique s'est surtout intéressée aux peintres les plus novateurs. Et elle a placé au premier plan une question esthétique qui ne figurait pourtant pas dans les statuts de la société. Donc, je vous ai parlé d'une sorte de collision. Eh bien, voilà, il y a eu une espèce de clivage, enfin en tout cas une sorte de malentendu, si je puis dire. Et donc la société coopérative ne survit pas aux ambivalences de ses créateurs, ainsi qu'à l'échec financier de l'exposition. Pourquoi échec financier ? Eh bien parce que la souscription des actions, la recette provenant du droit d'entrée et de la vente des catalogues, la vente même des œuvres, eh bien toutes ces différentes sources de financement ne sont pas suffisantes pour couvrir tous les frais de l'exposition. Alors, on sait, parce qu'on a des archives sur les comptes de la société, et on sait, grâce à ces archives, qu'il y a eu environ 3500 visiteurs. Mais il faut imaginer que, par exemple, au salon, il y en avait 500 000. Donc voilà, donc il n'y a pas eu assez de visiteurs pour équilibrer les finances de la société. Et donc, dès décembre 1874, une assemblée générale donc décide de liquider la société. Voilà, donc vous voyez le PV de cette assemblée générale qui a lieu
au domicile de Renoir. Et en fait, la société est officiellement dissoute en avril 1875. Alors, il y aura d'autres expositions, je vais y venir. Donc, vous voyez que cette coopérative, finalement, n'a pas duré très longtemps. Elle n'a pas été pertinente pour porter l'aspiration à l'invention et à l'expérimentation d'une partie de ses membres, mais elle a eu une importance déterminante puisqu'elle est à l'origine de ce mouvement vers l'indépendance. Et donc il va y avoir d'autres expositions qui vont suivre. En 1876, les artistes organisent une deuxième exposition et ils s'allient cette fois-ci avec Durand-Ruel. Donc l'exposition a lieu chez Durand-Ruel, donc ils n'ont pas à tout financer. Ils vont s'appuyer sur la logistique, si je puis dire, d'un marchand. Et en 1877, là, ils vont basculer dans ce que je pourrais appeler l'autogestion, puisque l'exposition de 1877 est organisée dans un appartement privé, complètement organisé par les artistes, mais grâce à un nouveau mécène qui est Caillebotte. Voilà. Et à partir de ce moment-là, les artistes seront complètement libres de faire ce qu'ils veulent et d'exposer ce qu'ils veulent. Voilà. Et ils abandonneront évidemment l'idéal coopératif qui les avait en partie porté à partir de 1873. Voilà. Et pour vous donner une idée de l'influence de l'exposition de 1874, dès l'été, donc l'exposition a lieu au printemps. Dès l'été 1874, Manet travaille avec Monet et peint une œuvre comme celle que vous voyez sur l'écran, qui s'appelle Argenteuil, œuvre qu'il expose en 1875. Et Manet va avoir un moment impressionniste. Après, il reviendra à une peinture moins coloriste. Mais ce qui est aussi assez remarquable, c'est que cette nouvelle peinture va finalement mettre 3 ans pour s'imposer, en fait. En 1877, l'impressionnisme est déjà une tendance forte dans lequel beaucoup d'artistes puisent, pas de manière aussi radicale que ses initiateurs, mais ça devient une peinture dont on s'inspire. Et de ce fait-là, l'impressionnisme arrive au salon aussi, à travers tous les imitateurs, enfin les imitateurs des impressionnistes qui adaptent en fait cette nouvelle peinture et exposent des œuvres plus sages au salon. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci Madame Ménet pour votre présentation. Nous allons maintenant passer au temps d'échange. Je ne sais pas, oui. Merci d'abord. J'avais une question qui va peut-être tomber comme un cheveu sur la soupe et qui n'a aucun sens. Mais je note que la Commune de Paris, c'est 1871 et que la première exposition, ensuite appelée impressionniste, c'est 1874. Et je voudrais savoir s'il y a un caractère de résonance entre ces deux événements. Oui, alors comme je l'ai expliqué, en fait, les hautains qui gèrent la société coopérative, donc participent à la Commune au printemps 1871. Alors après, ils vont évidemment se faire un peu oublier. Il y a quand même beaucoup de communards qui sont exilés, enfin bon, etc. Eux sont relativement épargnés parce que Autain était un artiste médaillé, décoré. C'était quand même un artiste assez très officiel, d'une certaine manière. Un profil assez atypique. Donc ils font un peu profil bas. Par exemple, c'est quand même intéressant de remarquer qu'ils n'exposent ni au salon, Autain et les Meyer n'exposent ni au salon de 1872 ni au salon de 1873. Je pense que le jury, leurs œuvres sont refusées. Et ils vont travailler à la réorganisation du syndicalisme au lendemain de la Commune. Voilà. Et donc, il y a tout un mouvement pour réorganiser ou même organiser le syndicalisme.
il crée une société en faveur de l'enseignement professionnel, etc., etc. Donc voilà, donc vous voyez, 71 communes, 73 créations de la société, et entre les deux, les hautains, ils ne chôment pas, hein, ils travaillent plutôt dans la direction du syndicalisme. Voilà. Merci beaucoup. Oui, moi j'ai une question plus logistique. Est-ce qu'on a une idée au salon, vous dites 500 000 personnes, une idée du pourcentage de tableaux vendus après le salon et aussi au niveau de l'exposition donc, des impressionnistes? Alors, exposition des impressionnistes, on sait qu'ont été vendues une grosse dizaine d'œuvres sur 165. Attendez, que je ne me trompe pas. Non, peut-être un petit peu plus, peut-être une vingtaine, hein, voilà. Mais c'est très peu. Quant au salon, j'ai envie de vous dire, ça reste un grand chantier pour l'histoire de l'art. Parce que il y a encore tout un tas d'études. Ça commence juste à se développer. Enfin, ce croisement entre économie et histoire de l'art commence juste à se développer. Moi, j'ai des collègues qui ont la double formation et qui commencent à travailler là-dessus, mais il y a encore plein de travaux et je ne pourrais pas répondre à votre question. Mais bon, enfin, la seule chose que je peux dire, si vous voulez, c'est que les artistes se battaient pour exposer au salon, hein, et que en général les œuvres étaient vendues. Voilà. Et vendues à des prix tout à fait corrects, en fait. Hein. Voilà. Si vous étiez en harmonie avec les normes du salon. Bonsoir. Est-ce qu'on sait quels sont les peintres qui ont le plus vendu? Alors, je sais que Sisley a vendu une œuvre. Attendez, je vais regarder ma liste. Monet a dû vendre aussi une œuvre, mais je ne sais plus laquelle. Cézanne non, Degas non, Lépine, je crois que Lépine a vendu aussi une œuvre. Le reste, ça je me souviens plus. C'est le souvenir que j'ai. Ouais. Bonsoir. J'ai cru voir que cette exposition a eu lieu chez Nadar, donc, qui est un photographe. Est-ce qu'il y a une relation entre le début de la photographie et ce mouvement-là? Non. Non. Il faut imaginer que vous voyez tout en haut, donc dans ce qui était un atelier de photographe, hein, avec beaucoup de lumière, très ouvert hein, sur l'extérieur, eh bien, il y avait 2 niveaux et c'est dans ces espaces qu'ont été organisés cette exposition. Mais en fait, ça n'était plus l'atelier de Nadar. Nadar avait quitté les lieux. Il louait encore ses locaux, donc il loue ses locaux pour 2000 francs. Qui était une somme vraiment importante, ou 2200 francs, si mes souvenirs sont bons. Et non, il n'y a pas de... Les artistes, aucun de ces artistes n'est par exemple un photographe à cette époque. Il faut imaginer qu'à cette époque, la photographie est extrêmement difficile. C'est une technique très complexe, il faut quasiment être chimiste pour faire de la photographie. Et donc, en fait, le point de repère qu'il faut avoir, c'est plutôt les années 1880, lorsque paraissent les premiers Kodak, c'est ce qu'on appelle la photographie instantanée, et c'est à partir de ce moment-là que la photographie va vraiment se démocratiser. Mais avant,
La photographie est une affaire de technicien. Les temps de pause sont encore très longs, ce qui fait qu'il y a très peu de... Seuls des scientifiques arrivent à capter le mouvement par la photographie. Il faut faire tout un tas d'expériences pour réussir à décomposer le mouvement, mais ce sont vraiment des chercheurs et des scientifiques, et la majorité des gens n'ont pas d'appareil photo. Quand vous regardez les portraits photographiques de cette époque, les gens sont souvent des poses assez rigides, ils ont un côté un peu hiératique, parce qu'il fallait tenir des temps de pause. Voilà. J'ai répondu comme il fallait. Bon. Est-ce que les artistes qui ont exposé à cette première exposition avaient un discours ou des revendications qu'ils associaient à leur peinture, ou c'était juste la présence de tableaux faits de manière un peu nouvelle? Alors non, c'est bien ce qui nous embête. C'est pour ça qu'on fait des hypothèses, mais en fait, les seuls documents qu'on a, c'est la correspondance, et il y a 3 brouillons de statuts. Et c'est, par exemple, dans un de ces brouillons que Monet parle de secours mutuel, etc. On a ça, on a les statuts de la société, mais bon, c'est vraiment des statuts très juridiques. Je vous ai vraiment mis sur l'écran ce qui était le moins juridique d'une certaine manière. Et donc non, on a très peu d'éléments. Alors de toute façon, ce qu'il faut bien comprendre en règle générale, c'est qu'avant la fin du 19e siècle, les artistes s'expriment très peu. Les artistes ne prennent pas la plume. C'est vraiment à partir du XXe siècle que les artistes ont commencé à écrire des manifestes, à essayer d'expliciter leurs œuvres. Mais au XIXe siècle, très peu d'artistes prennent la plume. Il y a des exemples fameux, Delacroix a beaucoup écrit. Il y a un avant-propos de Courbet en 1855 à titrer le réalisme. Il y a Signac écrit aussi, Bracquemont écrit. Il y a quelques... Émile Gallé, le verrier de Nancy, quelqu'un qui a... alors lui, il voulait carrément contrôler la critique, donc il écrivait à l'avance ce qu'il voulait que les critiques écrivent. Voilà, donc il faisait les notices de ses œuvres, il expliquait ses intentions, ses buts, ses idées, je crois en ça. Donc il coinçait les critiques aussi de cette manière-là. Mais ils sont très peu à faire ça. Et le 19e, c'est un siècle très bizarre, parce que les artistes qui en général n'ont pas fait d'études supérieures, moi je rappelle toujours un chiffre qu'il faut toujours avoir en tête. En 1900, 1% d'une classe d'âge a le baccalauréat, après des études secondaires payantes. Les études secondaires sont payantes. Seule, et c'est à partir de 1885, grosso modo, que l'école primaire est gratuite, simplement. Donc, grosso modo, la majeure partie de ces artistes sont des artistes qui ont travaillé, qui n'ont pas une formation intellectuelle. Donc ils n'écrivent pas et ils subissent la critique. Et qui, en général, vient ah oui, alors pour vous donner aussi une autre idée, grosso modo, au milieu du 19e siècle, parmi les critiques qui commentent le salon, seuls 5% d'entre eux écrivent plus de 4 salons. Donc en fait, ce sont des journalistes qui ne connaissent rien à l'art. Donc les artistes sont vraiment dans une situation qui est quand même pas évidente. Ils sont soumis à une critique complètement ignorante, avec très peu de professionnels, qui est une critique de journalistes qui écrivent sur l'art comme ça pour avoir des revenus. Donc c'est une situation qui n'est pas très facile, en fait. C'est à partir de la fin du 19e siècle, il y a aussi Maurice Denis qui a beaucoup écrit, à partir de la fin du 19e siècle, il y a une prise de conscience des artistes qui vont eux-mêmes prendre la plume, mais parce qu'ils sont aussi mieux formés, plus éduqués, ils ont fait plus d'études, ils savent écrire.
Quelqu'un comme Matisse, dès 1907, écrit des notes sur sa peinture en corrigeant, en disant bon ben voilà, ils n'ont rien compris, moi c'est ça que je veux faire et c'est ça que je fais. Et il a une pensée sur son art, mais ça n'est pas le cas avant. Voilà. Une deuxième question, du coup. Le statut de société dont vous avez parlé, est-ce que c'est quelque chose qui s'apparenterait aujourd'hui à une association ou est-ce que c'est un truc plus commercial? Parce que j'arrive pas à bien comprendre à quoi ça pourrait correspondre. Parce que dans les statuts, ça fait un peu comme si c'était une association de gens qui se rassemblent avec des buts communs et en même temps, ils versent des sous et ça a un coût. Du coup, ça ressemblait plutôt à quelque chose où on investit. Donc, je voulais juste essayer de savoir s'il y a un équivalent aujourd'hui. Oui, alors c'est-à-dire que les associations, la loi 1901 n'existe pas encore, donc par définition, c'est une forme un petit peu hybride parce que la loi de 67 est une loi qui porte sur les sociétés commerciales. Et comme elle autorise le capital variable, etc., elle autorise de ce fait-là un fonctionnement coopératif, mais qui peut évidemment s'apparenter à un fonctionnement associatif d'une certaine manière. Mais il y a quand même un capital. Alors vous me direz que dans les associations, il peut y avoir, oui, il y a des cotisations. Ce ne sont pas exactement des cotisations. C'est ça, voilà, c'est ça. Alors que là, il y a un capital minime, mais qui a un statut de capital, en fait. Bonsoir. Moi, je voulais revenir sur cette histoire de photographie. Parce qu'on était avant dans une peinture justement extrêmement réaliste. Et on arrive avec des types qui peignent des impressions, des choses extrêmement rapides, à l'image même de un peu ce que peut être la photographie, même si évidemment à l'époque, je suis d'accord, c'est très chimique. Est-ce qu'on n'a pas là aussi une forme de réaction ou de libération même et d'ouverture qui permet donc à ces types d'un seul coup pouvoir quitter cet univers de la peinture réaliste parce que justement il est en partie réduit à néant par l'arrivée de la photographie et que ça n'a plus d'intérêt en gros de faire du réalisme puisque la photo va le faire et qu'il est donc aujourd'hui plus intéressant d'aller saisir des choses comme ça en extérieur et de façon plus spontanée et tout aussi rapide, quoi. Ça, je dirais que ça, c'est plutôt une configuration qui est propre au début du XXe siècle. Parce que c'est en 1907 qu'apparaissent les autochromes, c'est-à-dire la photographie en couleur, où là, effectivement, la reproduction du réel n'a plus beaucoup d'intérêt, en fait. Alors que, attention, parce que les impressionnistes, dans les années 1860 ou dans les premières années, au début des années 1870, sont qualifiés de réalistes. Manet est considéré comme un réaliste. Donc, alors, j'aurais tendance à reformuler en disant qu'effectivement, il tourne le dos à l'illusionnisme, à une reproduction très, très mimétique du réel. Oui, et effectivement, il y a un espèce de... Enfin, moi, je trouve que ce qui les décrit le mieux, c'est le terme de chercheur. Parce que c'est quand même des gens qui sont quand même face à un motif et qui veulent quand même rendre compte du réel, si vous voulez. Mais en intégrant la sensation, l'impression, c'est-à-dire une subjectivité, en fait. Et il y a aussi un désir de
d'authenticité, de sincérité, de vérité. Il y a l'idée de rendre avec le plus de vérité possible ses propres impressions devant quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui. Mais il y a une telle opposition des gens du salon et des critiques qui en viennent à dire qu'ils esquissent. Donc ça veut dire que c'est en gros à moitié fait, quoi, presque pas dessiné. Donc on a l'impression que le niveau exigé se devrait d'être d'un réalisme académique et pas forcément aussi sensible, enfin plus sensible. Oui. Oui, la peinture au salon, de toute façon, est beaucoup plus précise, beaucoup plus dessinée. La touche n'est pas... Mais bon, ça aussi, c'est quand même à nuancer. Hein. Alors, c'est ce que montrait quand même, c'est ce qu'ont essayé de montrer les commissaires, celles qui ont organisé l'exposition de 1874, c'est qu'il y avait quand même des ponts avec le salon. Il y avait au salon même des artistes qui peignaient avec une touche plus libre, avec une palette plus coloriste. Voilà, ils n'étaient pas les seuls. Hein. En fait, elles ont quand même essayé. Il y avait des différences. Moi, j'ai quand même insisté sur les différences, mais il y avait aussi beaucoup plus de points communs qu'on ne l'a dit pendant très longtemps. Moi, je trouve que la grande différence, c'est qu'au salon, il y avait ce qui était très valorisé, c'était la peinture d'histoire. Or, dans l'exposition de impressionniste, il n'y a pas de peinture d'histoire. Donc, c'est vraiment une peinture du quotidien. Effectivement, pour moi, c'est une peinture plus réaliste. Vous voyez ? Alors que la peinture d'histoire, c'est la fiction, c'est l'imaginaire, c'est la mythologie. Voilà, on est encore dans une peinture à la fois basée sur l'imagination et puis basée sur la fiction et également, dans certains cas, sur une recherche très forte d'illusionnisme. On veut faire croire aux gens que la mise en image de cette histoire est là devant eux. Vous voyez, et d'ailleurs, moi, je trouve que c'est vraiment un peu avant, sous le Second Empire, qu'il y a deux traditions de l'image qui se mettent en place, c'est-à-dire cette peinture très chercheuse, qui est plutôt une peinture réaliste, hein, Courbet, Manet, etc., et qui va se détacher effectivement de cette exigence de mimétisme, hein, cette exigence de reproduction, mais qui va s'orienter vers une peinture de chercheur. Il y a vraiment un travail de recherche plastique, et ça c'est ce qui va mener aux avant-gardes. Et puis il y a une autre tradition de l'image, qui est tradition de la peinture, qui est celle de Gérôme, qui raconte des histoires et qui mènera au cinéma, d'une certaine manière. Vous voyez, et qui est dans la fiction, l'illusionnisme. Donc pour moi, il y aurait plus d'un côté la fiction et l'illusionnisme, et de l'autre côté le réalisme et l'impression. Vous voyez, si je devais vraiment décrire deux types de conception de l'art, c'est enfin, je vois très bien hein, ce que vous voulez dire. Mais en tout cas, la génération des Courbet, des Manet et des impressionnistes sont encore dans une tradition, pour moi, réaliste. Courbet, en 1855, écrit sa revendication, c'est faire de l'art vivant. Ils font de l'art vivant. Vous voyez ? Et ça, c'est une déclaration programmatique de Courbet qui s'était autodésigné comme réaliste. Vous voyez ? Et la rupture, ça va plutôt être à partir des années symbolistes, Gauguin, etc., où là, ils ne respectent même plus les couleurs réelles. S'ils voient un arbre bleu, ils peignent l'arbre bleu. Et voilà, donc le détachement avec la mimésis, il se fait à ce moment-là. Et puis après, fauvisme, cubisme, il y a effectivement ce détachement que vous décrivez. Alors, bonjour.
Moi, je pense que ça rejoint aussi donc, l'aspect photo avec l'aspect des chimistes et on va rejoindre aussi avec l'aspect de la nouvelle invention qui était le tube. Hein. Le tube de peinture qui les a obligés de sortir de leur atelier, enfin obligés non, mais au contraire permis de s'évader. Et la photo, je pense aussi, c'est peut-être aussi une histoire d'illusion d'optique, parce qu'on pouvait trouver des choses dans les photos qui avaient un nouvel aspect. Par exemple, on pouvait toujours remettre en question le galop des chevaux. Et grâce à la photographie, on a vu qu'il y avait tant de pieds qui posaient par terre, etc. Et donc ça, c'est quelque chose que je pense que les impressionnistes ont pu capter, l'air de ce temps. Le temps de la vitesse, le temps de la balade, le temps des inventions avec le tube de peinture, etc. De toutes ces contraintes qu'on n'avait plus. Voilà. Oui, tout à fait, hein, c'est très juste. L'invention du tube de couleur dans les années 1840, en fait, ça date des années 1840, puisqu'avant, dans les ateliers, il fallait des broyeurs de couleurs. Enfin, les couleurs étaient préparées dans les ateliers, en fait. Mais alors, l'invention du tube de couleur, ça a créé d'autres contraintes. C'est parce qu'à partir du moment où il y a eu le tube de couleur, ça veut dire que les artistes ont délégué la fabrication de leurs couleurs à des industriels qui n'ont pas tous bien fabriqué les couleurs. Et par exemple, dans le cas d'Olympia, on s'aperçoit dès 1865 que les couleurs bougent, ne sont pas en tout cas foncent, que le tableau fonce, que les couleurs ne sont pas stables. Et donc il y a une espèce de méfiance qui s'installe aussi à cette époque. Par exemple, Degas va faire beaucoup de pastels parce que le pastel est un médium qui permet des couleurs. Alors c'est beaucoup plus fragile, mais ça permet des couleurs plus stables. Vous voyez, il y a tout un... Mais la photographie, par exemple, la décomposition du mouvement du cheval par Muybridge, etc., c'est vraiment des recherches, ce sont des recherches scientifiques qui n'étaient vraiment pas à la portée de tout le monde et qui n'étaient diffusées que dans les revues scientifiques. Donc il fallait aussi avoir accès à ce type d'articles et d'expériences. J'avais deux petites réflexions à faire sous forme de questions. Vous parliez tout à l'heure de la rupture de la mimésis plus tardive, et je me demandais si la sortie dans le monde, voire le monde du quotidien, n'était pas une des inventions de l'impressionnisme, d'une part, et d'autre part, c'était une question, mais sous forme de réflexion aussi, qui est, on m'avait beaucoup vendu cette première exposition comme une exposition absolument scandaleuse, qui aurait fait un énorme scandale. Or, j'ai l'impression que ça a été une querelle de spécialistes. Et d'autre part, je me demande si ce qui n'est pas le plus iconoclaste dans cette exposition-là, c'est qu'elle n'a pas lieu dans un lieu d'art consacré. Oui, tout à fait, c'est exactement ça. En fait, c'est une exposition indépendante. C'est vraiment le maître mot de la période. C'est-à-dire que ces artistes qui subissent la critique, qui subissent quand même beaucoup de choses, le jury du salon, etc., vont décider de se prendre en charge eux-mêmes, de prendre en charge leurs affaires eux-mêmes et de gagner la liberté qu'ils n'ont pas. Voilà, et je ne sais plus ce que vous avez dit avant. Sortir dans le monde. Ah oui, 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 c'est très très juste. Alors, moi, j'utilise aussi un terme. Je trouve que ce qu'ils ont créé, ce sont des instants suspendus. Et je ne sais plus qui a dit qu'ils sont passés d'un art de la représentation à un art de la présence. Moi, je trouve que ça décrit très très bien leur art, en fait, leur quête. Parce qu'avant, on représentait, voilà, on figurait quelque chose. Et là, il y a, ce sont vraiment des artistes qui ont visé à faire ressentir une présence. C'est plus un art de la présence. D'où la création de tous ces instants suspendus à travers des compositions très nouvelles. On peut aussi utiliser quelque chose qui a été théorisé bien après par Roland Barthes, l'idée d'effets de réel. Ils ont créé des effets de réel.
Pour moi, c'est ce qui les décrit le mieux. Hein, mais c'est mon hypothèse. Avec une disparition totale de tout aspect allégorique. Tout à fait. Alors ça c'est. Alors chez Courbet, il y a encore de l'allégorie, pardon. Mais les impressionnistes, ouais, ils tournent le dos totalement à ça. Chez Courbet, il y a encore de l'allégorie réelle. Ils veulent encore essayer de marier allégorie et réel. Par exemple, chez Carpeau aussi, je ne sais pas si vous voyez la danse, c'est une allégorie réelle pour moi. Mais c'est-à-dire qu'il a marié le nu naturaliste et assez contemporain, le travail d'après modèle vivant, avec l'allégorie. Mais les impressionnistes, effectivement, tournent complètement le dos à ça. Merci beaucoup pour votre réponse. Y a-t-il encore des questions, remarques? Bien sûr. Oui, je voudrais revenir sur la présentation. Vous avez, où les tableaux sont pas du tout collés les uns aux autres. Vous pouvez dire deux mots là. Est-ce qu'on sait qui c'est qui a décidé ça? Effectivement, c'est quand même beaucoup plus intéressant. C'est ce que maintenant on est en exposition. Alors, quelqu'un comme Degas, dès 1870, publie un texte dans lequel il exprime sa volonté de ce type d'accrochage. Voilà. Donc, il y a ça. Il y avait aussi l'idée de s'adresser à des collectionneurs en fait, les visiteurs du salon, enfin les gens qui connaissaient la peinture, c'est-à-dire finalement assez peu de gens, n'en pouvaient plus du salon, qui était un espèce de grand bazar avec 5000 œuvres à touche-touche, enfin, et les conditions de contemplation des œuvres étaient finalement très défavorables. Hein. C'était une espèce de grande halle. On parlait de bazar, de foire, etc. Et donc il y a eu l'idée, en s'appuyant d'ailleurs sur, par exemple, ce que Degas avait recommandé, l'idée de s'adresser aux collectionneurs et de leur offrir des conditions de contemplation favorables à l'appréciation des œuvres. Voilà. D'où le fait qu'il y ait que 2 rangs, parce que donc vous voyez l'accrochage du salon. Enfin, on pouvait absolument pas voir les œuvres qui étaient tout en haut de la simèse. Hein, voilà. Donc c'est un accrochage qui se rapproche de celui qui est beaucoup plus proche de celui qui avait cours dans les intérieurs privés que au salon. Moi, j'en profite pour une petite question du coup sur la deuxième artiste femme que vous avez évoquée, mais dont vous disiez sur laquelle on n'avait pas beaucoup d'informations. Mais on sait pourquoi elle a été exclue du catalogue, il me semble que c'était ça. Et comment on sait du coup qu'elle a exposé quand même si on n'a pas d'informations? En fait, on a fait cette hypothèse que grâce au compte-rendu de Marie-Amélie Chartroul qui mentionne la comtesse de Luchère, des tableaux de la comtesse de Luchère dans son compte-rendu. C'est la seule. Et elle indique que cette comtesse de Luchère exposait aussi à Londres avec les autres dans les expositions organisées par Durand-Ruel. Voilà. Et c'est à partir de cela qu'on a fait l'hypothèse. Enfin, on s'est dit, bon, Chartroul l'a pas inventé, donc il devait effectivement y avoir des tableaux de cette comtesse de Luchère. Alors évidemment, on a essayé de savoir qui était cette dame. Bon, impossible de savoir. Et donc, son nom ne figure pas dans le catalogue. On n'a pas de mention d'elle dans la correspondance. Donc voilà, c'est une hypothèse qui est basée sur ce seul compte-rendu. D'accord, merci. Y a-t-il d'autres questions ou remarques? Oui, j'arrive. Merci pour votre exposé. Qu'est-ce que faisait donc notre ami Alfred Meyer dans cette galère? Parce qu'il est peintre normaniste à la Manufacture de Sèvres de 58 jusqu'à la Commune, dont il fait partie. Il a eu beaucoup d'ennuis avec la Commune. Il a aidé à épargner le mobilier et les œuvres de la Manufacture
dans Paris. Tout a été expédié. Donc, suite à ça, il a eu beaucoup d'ennuis. Et donc, ces émaux, vous dites, ont été exposés. Et il n'y a que lui qui en expose. Et il a une main très impressionniste dans sa facture d'émaux. Je ne sais pas si vous les connaissez. Alors, il y en avait quelques-uns qui étaient exposés à Orsay. Oui. Mais ce sont des émaux assez classiques, en fait. Oui. Voilà, qui... En grisaille. Comment ? En grisaille. Non, il pouvait y avoir des émaux plus colorés. Il y avait des émaux d'après des œuvres. D'accord. Ou des émaux... Là, c'est pareil, où c'était des œuvres d'interprétation ou des œuvres plus originales. Mais bon, c'est un travail, j'ai envie de dire, artisanal, qui ne se différencie pas tellement de ce qui se faisait dans le domaine à l'époque. Voilà. Donc on ne sait pas pourquoi il était... Pourquoi il était là ? Ouais. Parce qu'il était très ami avec Léotin et Feyen Perrin. Ils avaient fait la commune ensemble. Voilà, c'est ça. C'est vraiment le réseau communard. Et Meyer croyait très très fort dans l'idéal coopératif, au point que, après l'échec de cette première société coopérative, il en fonde une autre. Et donc il essaye, Pissarro, il y a toute une correspondance avec Pissarro à propos de cette deuxième société, mais au dernier moment, Pissarro, Guillaumin, Cézanne vont refuser, en fait ils vont choisir entre ce qu'ils appelaient les coopératifs et les impressionnistes, et là ça solde définitivement ce malentendu de la coopérative. Il y avait quand même une sorte de malentendu, parce que certes, dans le projet de Monet et de Pissarro, au départ, il y a une dimension sociale tout à fait claire. Mais ces artistes étaient avant tout intéressés par des recherches plastiques. Et ils n'avaient pas vocation à défendre des valeurs, alors que les autres ont été des militants. Ils n'étaient pas militants, en fait. Voilà. C'est pour ça que, finalement, cette coopérative ne dure qu'un an. Merci. Bonjour. Est-ce qu'on sait ce que sont devenus tous les artistes inconnus ? Parce que sur les 22 que vous parlez, on en connaît 5 ou 6. Et les spécialistes comme vous, ils en connaissent peut-être beaucoup plus. Est-ce qu'il existe des traces, des tableaux quelque part ? Merci. Oui. Dans la mesure où tous ces artistes ont participé à l'exposition, à la première exposition impressionniste, il y a quand même eu un effet de zoom sur eux. Alors, il y a des artistes sur lesquels on a vraiment très très peu d'éléments du type attendu, mais tous les autres sont des artistes dont on connaît le parcours, dont on connaît... Alors, Louis Debras, pareil, on ne connaît pas grand chose dessus, sur lui. Attendez, je passe en revue. Le Vert, on n'a quasiment pas d'éléments non plus, mais Le Vert, c'était un très bon ami de Rouard, en fait, c'est tout ce qu'on sait. Mulot du Rivage, c'est quelqu'un qui a quasiment pas fait carrière, qui était originaire du Havre, qui était probablement ami des Monet. Quant aux autres, on a reconstitué leur carrière, hein. Alors, quels sont ceux qui ont vraiment qui ont fait une carrière, justement ? Boudin, ça je pense que vous le connaissez. Bracquemond, c'est vraiment un artiste très important dans le domaine de l'estampe, hein, qui a été... et des arts décoratifs. Il a travaillé pour Limoges, à Limoges, voilà. Cals, c'est un artiste qui est à toute fin de sa vie, donc il meurt assez rapidement. Il meurt en 79, si mes souvenirs sont bons. Gustave Collin, il y a eu des monographies sur lui. Il continue à faire une carrière de paysagiste. Guillaumin, voilà, c'est un impressionniste. Il va participer à quasiment toutes les expositions. Le Pic, c'était un ami très proche de Degas. On connaît très bien sa carrière. Latouche, alors c'est quelqu'un qui déjà à cette époque ne peignait qu'à mi-temps. En fait, c'était aussi un marchand de couleurs. Donc, il va privilégier plutôt... il va progressivement abandonner la peinture. Lépine, c'est un paysagiste qui a fait une très belle carrière.
Giuseppe De Nittis, alors c'est un vraiment très grand peintre. Il y a eu une exposition au Petit Palais il y a quelques années sur De Nittis. Roire, à mon avis, il reste encore plein de choses à faire sur lui. Ça, c'est mon... C'est vraiment... il y a eu des monographies, enfin, il y a eu un catalogue d'expositions, mais pour moi, on pourrait aller plus loin. Léopold Robert, bon, on ne sait pas grand-chose, mais après, c'est pas un artiste qui a fait tellement carrière. En fait, il vit assez rapidement à Barbizon et il n'a pas laissé beaucoup d'œuvres. Voilà. S'il n'y a plus de questions ou interrogations, on va remercier Catherine Méneux pour sa présentation. Merci beaucoup. C'était très intéressant d'échanger avec vous ensuite. Voilà. Merci également donc à toutes et à tous d'être venus ce soir. On retrouvera l'Université populaire d'Arcueil le 14 janvier avec la question « Comment sortir de la surconsommation ?» Après les fêtes, voilà. Et je vous souhaite une bonne soirée et de belles fêtes à toutes et à tous.